Combien de fois faut-il battre un jeu de cartes pour que celui-ci soit bien mélangé? C'est la question étudiée dans le texte, et je vais tenter aujourd'hui de vous en donner une réponse. Alors déjà, si on analyse le sujet, combien de fois faut-il battre un jeu de cartes? Qu'est-ce que ça veut dire battre des cartes? On a plein de manières de battre des cartes, donc de quelle manière faut-il battre ces cartes? C'est ce qu'on va essayer de faire dans une première partie, c'est-à-dire dans une première partie, on va établir un modèle mathématique sur lequel justement on va modéliser cette action de battre des cartes, avec une certaine manière de battre des cartes. Ensuite, une fois qu'on aura fixé notre modèle, on se doute bien qu'à chaque fois qu'on va battre les cartes, on va pas tout le temps les battre de la même manière. Donc on va avoir cette notion de probabilité qui va apparaître, et on va essayer en fait d'analyser notre modèle, d'en soutirer des informations. Une fois qu'on aura mené notre analyse, on essaiera de répondre à la question: combien de fois faut-il battre des cartes? Un jeu de cartes, pour que celui-ci soit bien mélangé. Alors je sais pas si vous avez déjà été au casino, mais souvent les croupiers, croupières, pour mélanger les cartes, ce qu'ils font c'est qu'ils prennent le paquet, ils le coupent en deux, et ils enlacent ensuite les cartes les unes entre les autres. C'est le modèle qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Maintenant, on n'a pas envie que ce soit un modèle parfait. On n'a pas envie qu'à chaque fois on prend notre jeu de cartes, qu'on coupe en deux, pile au milieu, et que ensuite les cartes s'enlacent les unes entre les autres, pile les unes entre les autres. On a envie de mettre un peu de hasard. Si aujourd'hui, là, je vous donne un paquet de cartes, vous essayez de le couper en deux, il y a de grandes chances pour que vous ne soyez pas pile au milieu. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc nous, on prend notre jeu avec n cartes, et on va choisir un entier, et on va couper à partir de cet entier. Cet entier, on va le choisir de manière à ce que on ait le plus de chances de le choisir au milieu. Donc on aimerait bien avoir une courbe en cloche, comme ceci. Donc là, c'est ce qu'on fait en définissant cette probabilité-là. Donc la probabilité que j égale k, qui vaut 1 sur 2 puissance n, n factoriel divisé par n moins k factoriel, avec j, la variable aléatoire qui donne l'endroit où on va couper. Ce qui est bien avec cette probabilité, c'est que on a ce qu'on veut, c'est-à-dire une courbe en cloche, et elle atteint plus ou moins ses maximums aux alentours de la moitié du paquet. Donc ça dépend si n est pair ou pas. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Quand on est aux extrémités, on a peu de chances de couper, de faire une coupe un peu irrégulière. En revanche, la plupart du temps, on va couper relativement au milieu. Très bien, maintenant j'ai mon paquet que j'ai séparé en deux petits paquets. Et là pareil, ils sont pas forcément de taille égale, et on se doute que par exemple, si on a un paquet avec 3 cartes et un autre avec 50, quand on va mélanger les deux, on a plutôt envie de prendre d'abord celles qui viennent de 50. Donc ça, on va avoir besoin de noter une probabilité qui va nous dire, tiens, maintenant je vais prendre une carte dans le paquet A1. Non, je vais prendre une carte dans le paquet A2. Dans le paquet 1 ou dans le paquet 2. Avec A1 le nombre de cartes dans le paquet A1, et A2 le nombre de cartes dans le paquet A2. Et là, on se rend compte que on peut utiliser cette probabilité, c'est celle qu'on va choisir, c'est-à-dire la probabilité de prendre une carte du paquet 1, carte du dessous, parce qu'on va tout le temps prendre les cartes en dessous. La probabilité de prendre une carte du paquet 1, on va dire que ça va être A1 divisé par A1 plus A2. Et donc la probabilité de prendre une carte dans le paquet A2, ce serait A2 divisé par A1 plus A2. C'est bien parce que quand A1 est petit, on va avoir plus de chances de la prendre du côté du paquet 2, et inversement, quand on aura beaucoup de cartes dans le paquet 1, on va plutôt prendre des cartes dans le paquet 2. C'est très bien, on a modélisé maintenant notre mélange. Maintenant, tout de suite, on se rend compte d'un truc, c'est que nous, ce qu'on voudrait, l'idéal, notre Graal, ce serait de pouvoir prendre en fait une permutation aléatoire et de l'appliquer à nos cartes. On numérote toutes nos cartes de 1 à n, on s'en fiche maintenant si c'est des trèfles, etc. On les numérote de 1 à n, et ce qu'on veut, c'est dire, tiens, ma carte numéro 1, elle va aller dans la position sigma 1, avec sigma, une permutation choisie. Le problème, c'est qu'on a n factoriel permutation de 1n. Et là, on se rend compte de quelque chose, c'est que, avec ce qu'on a modélisé, avec notre mélange, si on effectue une seule fois ce mélange, on peut obtenir, ça c'est ce que je vais montrer un peu après, on obtient finalement que 2 puissance n permutations. Donc c'est beaucoup plus petit que n factoriel. Donc ça veut dire que c'est pas bien. Si on effectue ce mélange une seule fois, on pourra dire à peu près, à la base, le 1, le 2, le 3, ils étaient relativement côte à côte, en bas, on a mélangé, les 3, ils doivent pas être trop éloignés, ils doivent plutôt être vers le bas.
Nous, c'est pas ce qu'on veut, on a envie vraiment d'avoir un truc hyper uniforme. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va mélanger plusieurs fois. Et la question qu'on va se poser maintenant, c'est combien de fois il faut battre finalement les cartes, combien de mélanges il faut faire pour que on se rapproche d'une permutation. On se rapproche d'un truc qui soit vraiment réparti uniformément. C'est la question à laquelle on va essayer de répondre. Pour ça, on a d'abord besoin d'une notion, la notion de suite montante. Alors une suite montante, ce serait une sous-suite maximale composée de nombres successifs. On va prendre un exemple avec cette permutation. Cette permutation, j'ai essayé de faire en sorte qu'elle soit assez concrète. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un jeu de cartes avec 5 cartes et j'ai coupé. J'ai choisi au hasard, avec la probabilité qu'on a choisi tout à l'heure, tiens, je suis arrivé sur 3. Maintenant, j'ai séparé mon paquet en 2 paquets et j'ai effectué la deuxième étape de tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai regardé les probabilités et au hasard, je suis tombé d'abord, maintenant je vais prendre la carte numéro 4, ensuite la 1, puis la 2, puis la 5, puis la 3. Et ensuite, je me suis intéressé à cette notion de suite montante. La suite montante, ici, on va essayer d'extraire une sous-suite maximale composée de nombres successifs. Alors on va commencer avec 1. Avec 1, ensuite, on veut 2. Est-ce que 2, il est avant ou après 1 ? Bah tiens, super, le 2, il est après, donc on peut rajouter 2. Ensuite, 3. 3, bah tiens, super, il est après, on rajoute aussi le 3. 4, en revanche, il se situe avant le 3. Donc on s'arrête maintenant, et on a notre première suite montante qui vaut 1, 2, 3. La seconde suite montante, de même, ça va être 4, 5. On se rend compte de quelque chose qui va être en fait une généralité, c'est que une fois qu'on a une fois qu'on a fait notre coupe, notre mélange, si on le fait une seule fois, on aura obligatoirement 2 suites montantes. Sauf si on retombe sur la permutation identique. Mais c'est pas un cas pour l'instant qui nous intéresse plus que ça. La plupart du temps, on va couper au milieu et on va pas tout remettre dans l'ordre. Donc la plupart du temps, on peut dire qu'on obtient 2 suites montantes. Ensuite, il y a quelque chose d'autre qui va nous intéresser, c'est que cette suite montante, nécessairement, la première, elle va s'arrêter à l'entier auquel on a coupé. Donc là, j'ai coupé à 3, le dernier entier de ma suite montante, c'est 3. C'est quelque chose qu'on va réutiliser un petit peu dans la suite. Maintenant, on peut donc énoncer un théorème qu'on va démontrer en 2 parties. Je vais démontrer rigoureusement la première, et pour la seconde, je vais simplement donner des clés de résolution. Alors ce théorème, il nous dit que la probabilité pour que le paquet se trouve dans l'état pi, avec pi un état qui dit, tiens, le nombre 1, on l'a mis sur le nombre k par exemple, après m battage est égal donc, au nombre qui est affiché ici, avec r le nombre de suites montantes de notre état pi. On va le montrer en fait dans le cas où il y a un seul battage. Alors après un battage, on obtient une permutation avec 2 suites montantes, avec une probabilité 1 sur 2 puissance n, et la permutation identique, avec une probabilité n plus 1 divisé par 2 puissance n. Alors on va montrer ça. D'abord ce qu'on va faire c'est qu'on va analyser un peu notre modèle. Donc on a séparé, on fait l'étape 1, on sépare entre j et n moins j cartes notre paquet. Avec la probabilité qu'on tombe sur j, je vais l'appeler pj, qui vaut, donc ça je l'ai écrit tout à l'heure, 1 sur 2 puissance n, n factoriel divisé par j factoriel, n moins j factoriel. D'accord ? Maintenant, ce qu'on veut, c'est modéliser le fait de, on va choisir dans quel ordre, en fait, on va choisir toutes nos cartes, une fois qu'on a modélisé tout ceci. Et pour ça, on se rend compte que il faut d'abord qu'on choisisse le nombre qui va être dans le paquet I1. Donc, x I1 divisé par le nombre de cartes totales. Le nombre de cartes totales, c'est n. Puisque on se rappelle de la formule tout à l'heure, on prend soit dans le paquet 1, soit dans le paquet 2, avec x I1 qui correspond au nombre de cartes, hop, je vais l'appeler tout de suite x IK, qui correspond au nombre de cartes, le nombre de cartes dans le paquet IK à la kème étape. Kème étape, et donc, étape, et donc on aura IK qui appartient à 1, 2 pour tout cas. Donc en fait, IK il nous dit, on est dans le paquet 1, ou alors non, en fait on est dans le paquet 2,
et xik, il nous dit, dans ce paquet, il reste tant de cartes. Ensuite, donc là, on sait que à la première étape, on a xi1 divisé par n. La seconde étape, on a xi2, avec i2, le nombre de cartes dans le paquet dans lequel on a envie de piocher, divisé par, maintenant on a déjà pris une carte la première fois, donc n-1. Finalement, si on continue tout ceci, on se rend compte qu'on multiplie tout ça jusqu'à xin divisé par 1. Donc en bas, finalement, on divise par n factoriel. Et en haut, on se rend compte que on va avoir, d'abord, il va nous rester, dans le premier paquet, à un moment, il va nous rester j cartes. Ensuite, il va nous rester j-1 carte. Ensuite, il va nous rester, etc., jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une carte. Pareil, dans l'autre paquet, au début, on a n-j cartes. Ensuite, on a n-j moins une carte, etc., jusqu'à finalement une carte. Et tous ces nombres-là, ils vont tous se retrouver à un moment dans les xi, puisque je vais tirer toutes les cartes. Et donc finalement, vu que c'est une multiplication, on s'en fiche un petit peu de l'ordre, et ça revient finalement, ça, à j factoriel fois n-j factoriel divisé par n factoriel. Voilà, très bien. Maintenant, on a modélisé donc cette expérience, et on se rend compte maintenant que la probabilité, on s'intéresse maintenant à notre question, c'est-à-dire, après un tirage et un battage de cartes, si on veut avoir deux suites montantes, alors quelle va être la probabilité ? La probabilité d'avoir deux suites montantes, ça va être de tirer un nombre j, et ensuite d'obtenir ce type de permutation. Donc finalement, on va simplement multiplier les probabilités, et on obtient donc 1 sur 2 puissance n, multiplié par n factoriel divisé par j factoriel, pour n-j factoriel, multiplié par ce nombre-là qu'on vient de calculer, c'est-à-dire j factoriel, multiplié par n-j factoriel, divisé par n factoriel. Et ça vaut bien 1 sur 2 puissance n. Et on se rend compte en fait que pour obtenir une permutation avec deux suites montantes, nécessairement, il faut qu'on tombe bien sur un nombre j. Ce nombre j, il est entièrement caractérisé par la suite montante. Parce que, on l'a vu tout à l'heure, c'est le dernier nombre qu'il y aura dans notre première suite montante, comme dans cet exemple-là. C'est le dernier nombre qu'il y aura dans notre suite montante, et ensuite, il faut qu'on ait cette permutation-là, donc on multiplie les produits, on obtient 1 sur 2 puissance n. Le problème, c'est que c'est ce raisonnement que je viens de vous dire, c'est-à-dire il faut obligatoirement prendre ce JM-là, il ne marche plus quand on a la permutation identique, puisque la permutation identique, qu'importe le nombre J qu'on choisit au début, on pourra de toute façon, à partir de chaque coupe, on pourra refaire une fois le nombre J. Donc finalement, comme on a en tout n plus 1 coupes possibles, on a bien n plus 1 multiplié par 1 sur 2 puissance n. Et on obtient bien l'autre probabilité qui était recherchée. Alors rapidement, je vais énoncer l'idée qu'on peut avoir pour généraliser ce théorème. Donc l'idée, c'est, au lieu de faire plein de coupes, etc., ce qu'on va faire, c'est que on va faire toutes les coupes d'un coup. On va faire 2 puissance m paquets, si on mélange m fois. On coupe à chaque fois, chaque paquet en deux, on fait 2 puissance m paquets. Ensuite, on a envie de reconstituer les paquets un peu de la même manière, c'est-à-dire, on définit une probabilité, comme la probabilité de tirer dans le km paquet, ce soit le nombre de cartes qu'il reste dans le km paquet divisé par le nombre de cartes totales. Et une fois qu'on a fait ça, on obtient finalement que tous les mélanges, si on rapplique la même idée ici, on obtient que tous les mélanges vont s'obtenir avec une probabilité 2 puissance m fois n. Et on généralise ensuite pour obtenir cette formule-là. Alors, c'est très bien, maintenant on a notre modèle. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire avec vous un petit tour de magie. J'ai pas de jeu de cartes, mais on va faire comme si j'en avais un jeu de cartes imaginaire. Donc, je vous laisse, vous le mélangez 2 fois, de cette manière-là, paf, 1, 2, et ensuite vous coupez une fois. Maintenant, vous prenez une carte, la carte du dessus, et vous la remettez n'importe où dans le paquet. Vous pouvez même remélanger une fois.
Moi maintenant je vais prendre mon jeu de cartes, et ce que je vais faire c'est que je vais regarder toutes les cartes, et tiens, je retrouve avec 84% de chance votre carte. Comment j'ai fait? Eh bien en fait j'ai utilisé ce qu'on a vu ici, avec les suites montantes. C'est-à-dire que j'ai regardé, vous, en prenant la carte du dessus, vous avez cassé une suite montante. Et à la fin, on a, dans ce qui reste, une suite montante avec plus qu'une seule carte. Et donc, nécessairement, votre carte, c'est celle-ci. S'il y en a deux, bah là, le tour de magie coince un peu. C'est super. Maintenant, on a bien analysé on a défini des probas, on a bien analysé notre modèle. On aimerait bien en tirer des petites conclusions maintenant. Pour ça, on va essayer de mesurer un peu l'écart qu'on va avoir avec la probabilité idéale qu'on voudrait. La probabilité idéale qu'on voudrait, c'est 1 sur n factoriel. Le nombre de 1 divisé par le nombre de permutations. Bah, on se rend compte tout de suite que le nombre d'éléments, là, ce pi, ce nombre de dispositions qu'on peut avoir, c'est un nombre fini. Donc on peut passer à la limite à l'intérieur de l'intégrale quand m tend vers plus l'infini. Et on se rend compte de quelque chose. Hop, je vais laisser un peu d'espace. On se rend compte de quelque chose, c'est que notre probabilité, elle est bornée entre 2 puissance m moins r plus 1 à la puissance n, divisé par 2 puissance mn fois n factoriel, et également 2 puissance m plus n moins r à la puissance n, divisé par 2 puissance m fois n factoriel. Si on fait tendre maintenant n vers plus l'infini, on se rend compte par encadrement, lorsque m tend vers plus l'infini, comme n est fixé, que notre probabilité tend vers 1 sur n factoriel. Bah c'est super, c'est exactement ce que nous on voulait. Si on effectue un nombre infini de battages de cartes, on se rapproche très bien du fait de prendre une permutation aléatoirement. Ensuite, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'analyser encore un peu de plus près, c'est à partir de quand est-ce que cette erreur elle va être tolérable, en fait. Bien, on se rend compte avec des mathématiciens qui ont écrit, donc si on écrit m de cette manière-là, on écrit m, le nombre de battages, comme 3 demi de ln de n plus x, avec x du coup, ce qui nous fait l'écart entre les deux. Donc ça c'est ce x là en fait qui va varier pour obtenir la bonne valeur. On se rend compte que une fois qu'on a écrit m de cette manière là, qm on peut l'écrire de cette manière là. Et ce qui est intéressant avec ceci, c'est qu'en écrivant qm de cette manière là, on se rend compte que pour x positif, on va avoir qm qui sera proche de 0. Et nous, c'est ce qu'on veut. On veut que notre QM, notre écart, il soit proche de 0. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Et donc on en déduit, finalement, que pour bien mélanger un jeu de cartes, il faut faire au moins m, avec m strictement plus grand que 3 demi de ln de n battage de cartes.